toujours à se poser en victime, traînant son fils mort comme un trophée. C'est ce qu'avait craché une candidate à la mairie, blanche et ambitieuse, juste avant de gifler une femme noire de 74 ans devant une fresque murale dédiée à son défunt fils. Un instant plus tard, la femme hurlait « Elle m'a attaqué » et les médias l'avaient cru. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le micro de campagne de son assistant, un jeune homme noir, enregistrait toujours tout, et la vérité était sur le point d'éclater au grand jour. Avant de plonger dans cette histoire, rappelons que chaque écho, chaque murmure, façonne le récit que nous partageons. D'où nous regardez-vous? Vos pensées comptent. À la colline verte, la lumière matinale s'infiltrait en traînées blafardes, filtrée par la brume des gaz d'échappement et des décennies de promesses oubliées. Les vieilles maisons de briques, à la peinture écaillée comme des récits que personne ne voulait rouvrir, bordaient la rue étroite telles des sentinelles épuisées. Au coin de la rue, près du trottoir fissuré, se tenait Geneviève Dubois, 74 ans, aussi mince qu'une branche d'hiver, mais le dos plus droit que bien des hommes de la moitié de son âge. Un balai à la main, le manche poli par des années de balayage silencieux. C'était son rituel. Chaque samedi, juste après l'aube, elle balayait la rue devant l'ancienne salle communautaire. Non que quelqu'un le lui ait demandé, non qu'elle s'attendît à des remerciements, mais parce que ce coin, cette rue, avait appartenu à quelqu'un qu'elle aimait plus que la vie elle-même. Son fils Élie, disparu depuis 20 ans, abattu lors d'une manifestation qu'il menait, n'ayant à la main qu'un mégaphone et une Bible. C'était sa rue, et elle la garderait propre. De l'autre côté de la rue, un convoi de SUV s'approcha, telle une invasion corporative. Les portières s'ouvrirent en séquence. Assistants, équipe de tournage, styliste et une femme en tailleur pantalon crème impeccable en émergèrent. Éléonore Beaumont, son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Elle rajusta son col, lança quelques mots aimables à son équipe, puis se tourna vers la fresque murale. Un hommage désormais fané mais toujours défiant à Élie Dubois, l'activiste dont beaucoup, à la colline verte, chuchotaient encore le nom, comme s'il pouvait revenir dans le quartier un jour. « On tourne dans 5, dit une voix derrière la caméra. Éléonore se mit en position, les paumes délicatement jointes, le regard fixé sur l'objectif. La caméra commença à rouler. La colline verte mérite un leader qui balayera l'injustice de nos rues. Éléonore Beaumont se tenait devant la fresque comme si elle connaissait l'histoire derrière la peinture. Ses cheveux blonds bouclés avec intention, sa posture parfaite pour la caméra. Sa voix était d'un miel chaud et sirupeux devant l'équipe du direct, parlant d'Élie comme si elle avait lu sa nécrologie ce matin même. « Et c'est pourquoi nous sommes ici, dit Éléonore, posant une main sur son cœur pour honorer des vies comme celle d'Élie Dubois, pour rappeler à cette ville que la justice n'est pas une option, elle est une urgence. » Les lumières du direct brillaient. L'équipe de tournage ajusta les angles et derrière Éléonore, Geneviève continuait de balayer. Éléonore marqua une pause et cligna des yeux vers la caméra, visiblement agacée. Qui est cette vieille femme dans le cadre, encore? Son assistant, André, jeune, noir, vêtu d'un sweatshirt d'équipe et d'une casquette, hésita. C'est Geneviève Dubois, la mère d'Élie. Éléonore ricana doucement, les yeux plissés. Figure-toi. Pas étonnant qu'elle balaie comme si c'était sacré. Ça ne change rien au fait qu'elle gâche mon plan. Geneviève ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Ses oreilles avaient appris à décrypter les tonalités. Le sourire d'Éléonore n'atteignait jamais sa voix quand elle parlait à André. C'était sec, méprisant, le genre réservé aux gens pris pour du bruit de fond. « Je la veux hors cadre », murmura Éléonore. « Dites-lui de prendre son balai et son chagrin et d'aller les mettre ailleurs. » André se déplaça inconfortablement, mais s'approcha. « Madame, cela vous dérangerait-il de vous écarter quelques minutes ?»
Nous filmons. » La poigne de Geneviève se resserra sur le balai. Elle se retourna lentement. « Jeune homme, je balaye cette rue tous les jeudis depuis que mon fils y est mort. Je m'écarterai quand j'aurai fini. » Derrière la caméra, Éléonore leva les yeux au ciel. « Elle est sérieuse, » claqua-t-elle. « Nous ne sommes pas là pour filmer un défilé de pitié. » Alors qu'André reculait, Éléonore se déplaça pour ajuster son angle près du trottoir. Dans sa hâte, son talon s'accrocha à un câble. Elle trébucha, les bras ballants, et atterrit lourdement sur un genou. La caméra se figea. Un micro-perche s'inclina maladroitement. Quelqu'un haleta. Éléonore se releva d'un bond, les yeux sauvages d'embarras. « Bon sang !» hurla-t-elle. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Son regard tomba sur Geneviève. « Vous étiez là, immobile comme une maudite statue. Vous, les vôtres, toujours à jouer les martyrs, toujours à traîner vos morts dans la politique. L'équipe se tut. » Geneviève se tenait droite, son balai immobile. « Le sang de mon fils est sous ce trottoir, » dit-elle calmement. « Et c'est vous qui le traînez dans la politique. » Éléonore s'avança, furieuse. « J'en ai assez de ce cirque. » Elle leva la main et gifla Geneviève au visage. Le son résonna plus qu'on ne l'attendait, mais Geneviève ne broncha pas. Son visage tourna sous le cou, puis revint lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Éléonore, calmes, inébranlables, accusateurs. Éléonore se figea. La caméra continuait de tourner. Éléonore se retourna brusquement. « Coupez maintenant. Nous dirons qu'elle m'a agressée. » Elle se précipita vers Geneviève, la voix plus basse, mais venimeuse. « N'osez plus me regarder comme ça. Vous, les vôtres, vous gâchez tout et vous jouez encore les victimes. » André recula d'un pas, le visage pâle. Éléonore le remarqua. « Ne commencez pas non plus, » claqua-t-elle. « Vous n'êtes là que parce que je vous le permets. » Pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis Geneviève fit quelque chose qu'Éléonore n'avait pas anticipé, elle parla. Pas fort, pas en tremblant, juste calmement, même une quiétude profonde. « Le visage de mon fils est sur ce mur, » dit-elle. « Il a saigné dans cette rue pour que des gens comme vous y pensent à 2 fois avant de nous traiter d'animaux. » Éléonore ricana. « Épargnez-moi le mélodrame. » Mais Geneviève ne sia pas. Je l'ai enterré parce que des gens comme vous étaient trop fiers pour admettre qu'ils avaient tort. Et vous venez de prouver qu'il avait raison de se battre. » André ne dit rien. Sa mâchoire se serra dans sa poche. Le micro secondaire qu'il avait utilisé pour tester les niveaux, laissé allumé par erreur, continuait d'enregistrer chaque mot. Il fixa Geneviève, la douleur de cette gifle brûlant dans sa propre poitrine. L'espace d'une fraction de seconde, il n'était plus un assistant de campagne. Il redevint ce garçon, assis sur le sol froid de la salle communautaire de la Colline Verte, écoutant Élie Dubois leur apprendre à se tenir droit, même quand le monde pesait de tout son poids. Et Madame Geneviève, elle se tenait à la porte avec un sourire et disait « Mon petit, tu as de l'importance. Tu m'entends ?» Elle ne dit pas un mot, mais elle n'en avait pas besoin. Éléonore se tourna vers lui, sa voix fendant le silence. « Et si vous tenez à votre emploi, André, vous ferez en sorte que ça ne sorte jamais du camion. Compris ?» Il ne répondit pas, mais dans sa poche, le micro auxiliaire qu'il avait laissé allumé sur son enregistreur de secours continuait de tourner, enregistrant chaque mot. Et Geneviève, toujours silencieuse, se retourna vers son balai. Mais la rue ne lui semblait plus la même. La nuit après l'incident, la Colline Verte mijotait dans un silence tendu. Les réverbères vacillaient sur des trottoirs vides et chaque foyer semblait retenir son souffle. Geneviève Dubois restait éveillée sur son vieux canapé, la gifle résonnant encore dans ses os. À l'autre bout de la ville, Éléonore Beaumont était assise dans son bureau de campagne, les doigts tambourinant sur le bureau en chêne poli, les yeux fixés sur l'écran clignotant. Son directeur de la communication, un jeune homme aux doigts vifs et à la conscience plus lente, rejouait les images brutes encore et encore. « Coupez ici », dit-il finalement, faisant une pause juste avant la gifle, puis montrez-la avançant. « Faites en sorte que ça ressemble à une agression de sa part. » Éléonore ne broncha pas. Elle se pencha lentement en arrière, calculant.
La vidéo originale avait été capturée par plusieurs téléphones. L'une était devenue virale en 1 heure, juste assez longtemps pour montrer sa main levée, se connectant au visage de Geneviève, et la femme plus âgée trébuchant en arrière contre la fresque de son défunt fils. L'équipe paniqua. En quelques minutes, les appels commencèrent à affluer. Donateurs, journalistes, responsables de partis. Les mains d'Éléonore tremblaient alors qu'elle pressait le téléphone contre son oreille, hochant la tête, murmurant, mentant. « Nous le retournons », dit-elle enfin, d'une voix sèche. « Elle m'a attaqué. Faites-leur voir ça. » La colline verte n'était pas seulement un quartier, c'était un tremplin vers quelque chose de plus grand. Éléonore avait passé des années à façonner une image immaculée, réformatrice, juste, photogénique. Un seul faux pas ici ne mettait pas seulement en péril sa campagne. Cela menaçait de briser le piédestal qu'elle avait construit à partir de discours polis et d'accords discrets en coulisses. La vidéo éditée devait fonctionner, il n'y avait pas de plan B. Le clip fut diffusé juste avant minuit, la gifle avait disparu. Ce qui restait était un plan tremblant de Geneviève entrant dans le cadre, s'avançant, et Éléonore reculant comme si elle se défendait. La légende disait « Attaque non provoquée contre la candidate à la mairie Beaumont », vint ensuite la conférence de presse. Éléonore portait du bleu pâle, la couleur des cieux sereins, et parlait d'une voix empreinte de sympathie. « J'ai été attaquée alors que je filmais un hommage. C'était effrayant, mais j'ai choisi de pardonner. » Son sourire était petit, délibéré. Le pardon la faisait paraître noble, une compassion stratégique fabriquait la grâce. Le récit changea rapidement. Les éditoriaux louèrent la dignité d'Éléonore. Les titres disaient « La candidate fait preuve de compassion après une agression par une aînée. » Les émissions matinales l'invitaient. L'une la qualifia de voix de la raison en un temps divisé. Geneviève regardait tout cela du bord de son canapé, la télécommande glissant de ses doigts, la mâchoire serrée tandis que la voix d'Éléonore flottait depuis la télévision. Ce n'était pas la colère qui la saisissait, c'était quelque chose de plus profond. Un poids pressant sa poitrine, lourd et lent. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'image d'Élie debout devant la fresque communautaire il y a 20 ans lui revenait sans cesse à l'esprit. Sa voix forte et stable. « Si nous ne nous levons pas, ils nous marcheront dessus comme si nous n'étions même pas là. » Elle prit le carnet, le vieux, celui avec les croquis d'Élie sur la couverture. Les mains tremblantes, elle tourna une page blanche et commença à écrire. « Ils l'ont effacé comme ils t'ont effacé. Mais je me souviens du bruit de tes chaussures quand tu marchais, l'odeur de ta chemise après de longues réunions. Je me souviens comment tu souriais quand les enfants posaient enfin des questions. J'ai peur, Élie, mais je ne peux plus me taire. » Le lendemain matin, Geneviève sortit et balaya la même rue qu'elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, elle sentit tous les regards sur elle. Non pas avec gratitude, mais avec suspicion. Quelques personnes de l'extérieur du quartier chuchotaient en passant. Quelques-uns serraient plus fort leur sac. Un homme marmonna. C'est elle, comme si elle était à craindre. Sur son pas de porte se trouvait un journal plié. Éléonore Beaumont survit à une attaque non provoquée. Et sur son téléphone, bien qu'elle le consultât rarement, il y avait des messages anonymes. Vieille folle. Honte à vous. Vous, les vôtres, vous ne changez jamais. Ce n'était plus seulement le silence. C'était une honte fabriquée et ciblée. Le genre de honte destinée à isoler. Même à l'intérieur de la colline verte, l'air était différent. Ses voisins ne criaient pas. Ils n'accusaient pas, mais ils l'évitaient, se déplaçaient maladroitement. Ce n'était pas de la haine, mais de l'inconfort, comme si sa proximité pouvait gâcher leur journée. À l'autre bout de la ville, André était assis seul dans son appartement. Les rideaux étaient tirés. Son badge de la campagne pendait de travers à la poignée de la porte. Son téléphone vibra, un autre rappel pour un briefing de campagne d'Éléonore. Il l'ignora. Il ouvrit la boîte.
Elle sentait légèrement le papier et la poussière. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des dépliants du centre communautaire et une seule feuille pliée écrite de la main d'Élie Dubois. « André, tu avais 10, peut-être 11 ans quand tu as demandé si être gentil te rendait faible. Je ne savais pas comment répondre alors, mais je le sais maintenant. Cela te rend plus courageux que la plupart. Garde le dos droit, même quand la vérité te coûte. » André se cala, la lettre tremblant dans ses mains. Il avait l'enregistrement. Le micro avait tout capturé, l'insulte, la gifle, l'ordre odieux de mentir. Il l'avait rejoué 3 fois la nuit où c'était arrivé, puis l'avait enregistré, puis l'avait verrouillé derrière un mot de passe. Mais il n'avait pas dit un mot. Il se regarda dans le miroir et n'aima pas ce qu'il vit. La campagne d'Éléonore lui avait donné un titre, un costume, une plateforme. Mais quand elle le regardait, elle ne voyait pas une personne. Elle voyait un outil. Il avait vu Geneviève bien longtemps auparavant. Elle faisait du bénévolat au programme après l'école où Élie enseignait. André se souvenait de sa voix, douce mais inébranlable. « Ne les laisse pas te rapetisser, mon petit. Le monde essaie déjà assez fort. » Le lendemain, Éléonore convoqua une réunion d'équipe. André arriva en retard, traîna à l'arrière. Éléonore rayonnait devant l'équipe de tournage, répétant des lignes pour un autre reportage médiatique. « C'est notre moment, dit-elle. Nous avons survécu aux mensonges et aux attaques, mais nous nous élèverons parce que nous sommes meilleurs que ça. » Ses yeux balayèrent la pièce, se posant brièvement sur André. N'est-ce pas André força un sourire, hocha la tête, mais à l'intérieur, la lettre brûlait dans sa poitrine. Geneviève était assise sur son porche ce soir-là, le carnet sur les genoux. Elle avait écrit 6 pages. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait, mais écrire lui donnait l'impression qu'Élie était plus proche, qu'elle n'avait pas abandonné. Au loin, 2 enfants tapaient dans un ballon de football. Il roula jusqu'à ses pieds. L'une d'elles, une petite fille, la regarda en clignant des yeux. « Vous êtes la dame de la télé, dit-elle. Pourquoi cette femme athée, elle dit que vous l'aviez frappée ?» Le sourire de Geneviève vacilla. Elle se pencha, ramassa le ballon et le lui rendit. Parfois, les gens disent des choses qui ne sont pas vraies, mais la vérité ne disparaît pas juste parce que quelqu'un l'enterre. La petite fille eut l'air incertaine, puis s'éloigna en courant avec son amie. Dans 2 parties de la même ville, une femme et un homme étaient assis en silence, s'accrochant à la vérité comme si c'était la seule chose qui n'avait pas encore été volée. La gifle ne fut jamais diffusée, mais elle vivait derrière les yeux d'André, aussi vive que le feu. Chaque fois que le visage d'Éléonore apparaissait sur un autre talk-show, une autre visite caritative, une autre poignée de main parfaite avec un enfant ou un vétéran âgé, la mâchoire d'André se serrait. Le bureau de campagne sentait le café éventé et les mensonges coûteux. Sa dernière vidéo montrait Éléonore debout devant une version numériquement améliorée de la fresque de la colline verte. Le soleil, d'un or surnaturel, brillait derrière elle. « Au cœur brave de la colline verte, dit-elle, sa voix lisse comme de la soie tissée en usine. Vous nous rappelez ce à quoi ressemble la justice. » André se tenait à l'arrière de la salle de presse, son téléphone dans sa poche enregistrant. L'équipe applaudit. Éléonore se retourna, les yeux brillants, et dit avec un gloussement « S'ils croient à l'excuse, nous possédons l'histoire. La perception, c'est le pouvoir. » Il appuya sur stop. De retour dans son appartement, André était assis, des écouteurs sur les oreilles, écoutant l'enregistrement. La voix d'Éléonore résonnait dans la petite pièce. Il se souvenait d'Élie enseignant au sous-sol de la vieille église, la poussière de craie dans l'air. Une rangée d'enfants agités avec des cahiers à moitié remplis et des yeux trop vieux pour leur âge. Élie n'avait jamais promis une victoire, seulement la lutte. « Vous dites la vérité même si vous tremblez en le faisant », avait-il dit un jour, posant une main sur l'épaule d'André. Pendant ce temps, Geneviève avait arrêté de regarder les nouvelles. C'était du poison, décida-t-elle. Au lieu de cela, elle passait ses journées à marcher de maison en maison, portant le vieux carnet d'Élie et une voix douce dont les gens se souvenaient.
Ses mains tremblaient lorsqu'elle frappa à la première porte. Mais la femme qui répondit, Annette, qui préparait autrefois des biscuits pour les fêtes de quartier organisées par Élie, la serra dans ses bras avant qu'elle ne puisse dire un mot. « J'ai vu ce qu'ils ont dit, » chuchota Annette. « Mais je sais ce que j'ai vu, c'est là que tout commença, un voisin, puis un autre. » Geneviève n'éleva jamais la voix, elle racontait simplement la vérité sur le balayage, sur l'équipe de tournage d'Éléonore, sur les mots prononcés quand aucune caméra ne tournait. Un groupe d'étudiants d'une université de la ville interviewait des habitants pour un projet sur la mémoire communautaire. Ils enregistrèrent l'histoire de Geneviève avec des mains tremblantes. Un étudiant la mit en ligne cette nuit-là, la taguant « Vérité à la colline verte ». Le matin, la vidéo comptait 6000 vues. Le soir, 60 000. André la regarda dans l'obscurité. Geneviève était assise sur son porche, la voix claire mais usée. « Je ne veux pas me venger. Je veux que le nom de mon fils ait de nouveau un sens. Je veux que les gens sachent qu'il s'est levé pour que nous ne soyons pas piétinés dans cette rue. Je la balaye parce que je me souviens de lui y marchant fièrement, pas parce que quelqu'un me l'a dit. » Le lendemain matin, Éléonore entra au quartier général avec un brushing frais et un tailleur pantalon lavande. Elle ignora à peine André en se rendant à la salle de réunion. « Nous avons besoin d'une nouvelle vidéo. La fête de la pitié de cette vieille femme prend de l'ampleur. » Quelqu'un suggéra de visiter une école maternelle locale. Éléonore eut un petit sourire narquois. « Bien, les enfants adoucissent tout. » Plus tard, André traîna derrière tandis que les autres partaient. Il tendit la main vers le sac de micro qu'Éléonore avait utilisé ce matin-là. Un autre membre du personnel entra et demanda « Tu viens au café ?» André secoua la tête. « J'ai un appel à passer. » Il marcha jusqu'à la lisière de la colline verte avant de composer le numéro de Geneviève, les mains froides malgré le soleil printanier. Quand elle répondit, il y eut un silence avant qu'elle ne parle. « André. »« Oui, madame. J'ai vu votre vidéo. » Une pause plus longue. « Alors je me souviens de ton visage, du centre de jeunesse. Tu mangeais tout le pain aux bananes. » André rit. Le son était petit et surpris. « J'ai un peu changé. Pas l'essentiel, j'espère. » Il déglutit. « J'ai quelque chose que vous devez entendre, quelque chose que j'ai eu peur de partager. » Il y eut un silence sur la ligne. Puis Geneviève dit « Alors viens t'asseoir, dis-le-moi en personne. » Ce soir-là, alors que le soleil saignait d'or sur l'horizon de la ville, un jeune homme et une vieille femme étaient assis sur un porche avec 2 tasses de thé léger et une histoire qui ne pouvait plus rester silencieuse. La nuit suivant la diffusion des images retouchées, un silence pesant s'abattit sur la colline verte. La ville n'avait pas dormi et sa conscience non plus. Au matin, les médias avaient déclaré Éléonore Beaumont survivante. Au crépuscule, son visage apparaissait sur des panneaux d'affichage qui arboraient autrefois des slogans de campagne, maintenant associés à des mots comme résilience et grâce. Mais quelque chose avait changé, subtil au début, puis indubitable. La façon dont certains voisins détournaient trop vite le regard. Comment les lumières des porches s'éteignaient quand Geneviève passait. Ce n'était plus du silence, c'était de l'évitement. Une honte masquée en courtoisie. Maintenant, à quelques jours des élections, le débat final devait être l'arc de rédemption d'Éléonore. Les lumières du studio baignaient la pièce d'une douce lueur artificielle. Des rangées de chaises pliantes accueillaient des membres du public triés sur le volet, un mélange de personnalités locales et d'électeurs curieux. La scène était aménagée comme une salle d'audience pour les cœurs pupitres en acier brossé, toile de fond bleu profond et un éclairage soigneusement étudié qui adoucissait même les angles les plus durs. Éléonore se tenait sous les projecteurs, vêtue à nouveau de son bleu pâle signature, la couleur qu'elle avait portée à chacune de ses apparitions depuis le scandale. Elle avait répété chaque ligne, chaque expression. Sa voix était calme, ses gestes mesurés. Cette ville, dit Éléonore, les mains jointes devant elle, a besoin de guérison. Pas de plus d'indignation. J'ai vécu à travers des mensonges, à travers la haine, et pourtant je choisis de pardonner. Je choisis d'aller de l'avant.
Des applaudissements ténus s'élevèrent du public comme une pluie légère, retenue mais audible. Les caméras panoramiquèrent lentement, capturant la silhouette posée d'Éléonore. Son directeur de campagne, debout juste en coulisses, sourit largement et murmura « Parfait ». Et puis Éléonore la vit. Geneviève Dubois se leva lentement du 5e rang, le dos redressé avec une défiance tranquille. Dans ses mains usées, elle tenait une photographie encadrée. Élie, jeune et résolue, la fixait depuis derrière la vitre. La pièce, un instant auparavant emplie d'un calme artificiel, expira dans un murmure. Même les modérateurs se figèrent. La voix de Geneviève, bien qu'âgée, fendit le silence comme la vérité à travers le semblant. Vous m'avez giflé parce que je vous rappelais mon fils, parce que son visage et son combat ne correspondaient pas à votre récit. Elle brandit la photo plus haut. Maintenant, je me tiens ici, non pas pour les applaudissements, non pas pour la vengeance, mais pour rappeler à cette ville ce que vous avez essayé d'effacer avec des montages et des excuses. Une onde traversa la pièce. Les téléphones se levèrent, les flashs clignotèrent et les caméras ne s'éloignèrent pas. Depuis l'allée latérale, André s'avança. Il n'était pas censé parler, il n'était même pas censé être là. Mais quelque chose en lui s'était brisé la nuit où il avait rejoué la voix d'Élie Dubois encore et encore, pesant la vérité contre son silence. Il ne marchait pas vite, il ne criait pas, mais lorsqu'il apparut, les gens se déplacèrent. Sa présence était silencieuse, mais elle déstabilisait l'espace autour de lui comme une vérité tue. Il sortit son téléphone, jeta un coup d'œil à Éléonore, puis parla. « J'étais juste un garçon quand Élie Dubois nous a appris. Il nous a appris le courage, non seulement de crier, mais de parler quand le silence est plus facile. Et ce soir, Il tapota le téléphone, la voix d'Éléonore jaillit, crue, non filtrée, indubitablement réelle. Qui se soucie de cette maudite fresque, c'était juste un autre agitateur. Ces gens, leurs votes, des votes sales, sortis d'une fosse infestée de cafards. Un halètement collectif saisit la pièce. Une femme au 3e rang couvrit sa bouche. Un autre homme se leva, secouant la tête, et sortit. Le modérateur se figea. La régie hésita. Le direct continuait de diffuser. Le visage d'Éléonore se déforma légèrement. Son calme habituel se fissura. Elle fit un pas vers le micro, cherchant appui. « Ce clip est sorti de son contexte, » dit-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'avait voulu. « Vous laissez l'émotion... » L'émotion. Quelqu'un cria. « Vous avez traité nos maisons d'infestées. » Elle a giflé cette vieille femme et a menti à ce sujet. Une autre voix se joignit à l'écho. D'autres se mirent à crier. Un homme en t-shirt de campagne jeta son dépliant. Une mère tenant son enfant se détourna avec dégoût. Éléonore essaya de nouveau, sa voix tremblante. J'ai dédié ma vie à aider les communautés défavorisées. Cet enregistrement ne reflète pas qui vous êtes vraiment, répondit une voix amère. Non, il reflète exactement qui vous êtes. Éléonore se tourna vers les coulisses, les yeux suppliants. Son directeur de campagne reculait déjà, le téléphone pressé contre son oreille. L'oreillette du modérateur bourdonnait tandis qu'un producteur chuchotait derrière le rideau. Éléonore recula du pupitre. Ses mains pendaient maladroitement le long de son corps. Elle cligna des yeux, cherchant un visage amical. Il n'y en avait aucun. À cet instant, le masque soigneusement sculpté qu'elle avait construit, phrase choc après phrase choc, séance photo après séance photo, s'effondra. Et ce qui gisait en dessous n'était pas une noblesse incomprise, mais une ambition souillée par la manipulation. Elle avait cru autrefois pouvoir contrôler chaque angle, que le récit appartenait à celui qui atteignait la caméra en premier, qu'un mensonge bien formulé pouvait survivre à la vérité. Mais maintenant, elle se tenait sous une lumière crue, dépouillée de filtres, observée par une ville qui ne sciait plus. Éléonore abaissa lentement son microphone. Sa main tremblait et à travers le studio, alors que le débat se dissolvait dans un chaos silencieux, Geneviève se tenait immobile.
la photographie d'Élie stable dans ses mains. Elle ne parla plus. Elle n'en avait pas besoin, car la vérité avait enfin parlé d'elle-même. Éléonore ne dormit pas la nuit après le débat. Elle était recroquevillée sur le bord de son lit d'hôtel, toujours dans son tailleur bleu marine. Les épaulettes avaient perdu leur forme. Son maquillage, autrefois précis, était maintenant un halo de taches grises sous ses yeux. Les applaudissements du studio lui semblaient être un mensonge sculpté dans le bruit. Maintenant, seul le silence pressait contre ses tympans. Non pas le silence réconfortant du petit matin, mais le genre qui persiste après que quelque chose s'est brisé. Son nom inondait chaque application d'actualité. Son visage tournait en boucle sur les écrans, non pas pour l'inspiration, mais pour la preuve. Les clips étaient partout. Un par un, les chaînes rediffusaient le moment où Geneviève Dubois s'était levée du 5e rang, brandissant la photo d'Élie comme une accusation silencieuse. Puis la voix d'André, calme, mesurée, finale, et l'audio qui suivit. La voix d'Éléonore, dépouillée de répétitions et d'éclairage, exposée dans toute sa cruauté. À l'aube, elle avait pris une douche mais ne pouvait se résoudre à changer de vêtements. Elle marcha jusqu'au bureau de campagne, dans le même costume froissé, ses talons claquant contre le béton avec un écho qui lui semblait trop fort. Mais lorsqu'elle atteignit la porte, sa main se figea. La serrure cliqua, immobile sous sa clé. Un papier avait été scotché sur la vitre, tapé dans une police sans fioriture et austère. La campagne de la candidate Éléonore Beaumont a été officiellement dissoute. Elle resta là longtemps, fixant son propre reflet. Ses cheveux paraissaient trop soignés, ses yeux trop creux. Finalement, quelqu'un de l'intérieur ferma les stores. Cela la blessa plus que tout. À midi, elle se tint derrière un pupitre, hâtivement installé devant son immeuble. Son attaché de presse était parti. La plupart des membres de son équipe avaient déjà bloqué son numéro. Les caméras étaient toujours là, mais la foule était clairsemée. Quelques journalistes, moins de partisans. « Je veux être clair sur un point », commença Éléonore, s'accrochant au pupitre comme s'il pouvait la stabiliser. L'audio a été sorti de son contexte. Je regrette profondément comment cela a sonné, comment cela a blessé les gens. Ce n'était jamais mon intention. Du premier rang, une voix cria « Avez-vous, oui ou non, frappé ?» Geneviève Dubois. La mâchoire d'Éléonore se serra, mais ses lèvres tentèrent de bouger avec grâce. Ce fut un moment d'incompréhension. Les émotions étaient vives. Donc vous admettez que cela s'est produit. Un murmure parcourut les badauds. Vous nous avez menti. Ce n'est pas du leadership, c'est de la lâcheté. Sa gorge brûlait, mais elle continua. J'ai dédié ma vie à servir cette ville. À cet instant, une autre voix la coupa. Vous avez utilisé le chagrin de quelqu'un pour une séance photo. Puis vous l'avez frappé. Puis vous avez menti. La main d'Éléonore trembla alors qu'elle cherchait ses notes, mais les pages se brouillèrent. Les mots n'avaient plus d'importance. Au soir, le conseil municipal publia sa déclaration. Éléonore Beaumont fut retirée de façon permanente du conseil de direction du Parti démocrate. Sa candidature était terminée. Plusieurs médias retirèrent leur profil élogieux. Un journaliste local publia des excuses personnelles. « J'ai cru en Éléonore Beaumont. Je n'ai pas vu qui elle était. Je le vois maintenant. » Dans sa boîte de réception, la cascade commença. Retrait de donateurs, annulation de consultants, courriel de rejet d'hôtes d'événements. L'un venait d'une amie qu'elle connaissait depuis l'université. C'était juste une phrase « Nous ne reconnaissons plus vos valeurs ». Cette nuit-là, elle retourna à son appartement. Le salon conservait encore les vestiges d'une vie soigneusement orchestrée, coussins moelleux, photos encadrées de moments de campagne, un trophée en argent d'un panel local sur le leadership féminin. Elle s'assit sur le canapé sans enlever ses chaussures, la télécommande pendant mollement dans sa main. En sourdine, la télévision montrait des images de la colline verte. Une foule s'était rassemblée sous la fresque repeinte d'Élie Dubois. Des fleurs bordaient la base, des bougies vacillaient dans des bocaux en verre,
Et à côté se tenait Geneviève, grande dans son manteau gris, les mains jointes devant elle. Il n'y avait pas de pupitre, pas de prompteur, juste une présence. Une journaliste narrait sur une musique douce « La veillée de ce soir à la colline verte ne parle pas de politique. Elle parle d'héritage et de vérité. Un rassemblement communautaire non en signe de protestation, mais en souvenir. » Éléonore baissa la télécommande. Sa main effleura le coin de la table basse et ses doigts se posèrent sur une feuille de papier pliée. Elle la reconnut avant de l'ouvrir l'écriture de sa fille. « Maman, je ne sais plus qui tu es. Je t'ai cru une fois. Je t'ai même admiré, mais tu as pris la douleur de quelqu'un et en as fait un costume. Je ne peux pas vivre dans cette maison. Léa. » Elle le lut 2 fois, puis une fois de plus. Sa main tomba lentement sur ses genoux. Elle se versa un verre de vin, mais ne le but pas. Le pied du verre lui semblait froid, fragile, comme tout le reste. Dans le couloir, le miroir reflétait une femme que personne ne suivait plus. Ni une leader, ni même une menteuse, juste une personne n'ayant plus rien à dire. De l'autre côté de la ville, André se tenait près de la fresque. La foule s'était clairsemée, mais les bougies brillaient encore. Il attendit que la dernière prière soit dite, puis s'approcha de Geneviève. Elle se retourna quand il l'appela par son nom, non pas surprise, mais prête. André tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur, bercé par du velours, gisait un vieux stylo plume, noir avec des garnitures dorées, ses bords polis par des années d'utilisation. « Il l'utilisait pour nous écrire des lettres », dit André doucement. « À nous, les enfants, à l'époque où il croyait que nous pouvions faire plus. » Geneviève regarda le stylo longuement, puis elle le prit, ses doigts s'enroulant autour de lui comme un souvenir. Sans un mot, elle se dirigea vers le bord de la rue. Elle se pencha lentement, commença à balayer les feuilles éparses avec son vieux balai de paille. Même endroit, même mouvement. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Un par un, les voisins s'avancèrent. Certains portaient des balais, d'autres se tenaient simplement là. Pas de discours, pas de chant, juste une présence. La justice n'arrivait pas toujours avec des sirènes. Parfois, elle venait tranquillement, à travers des yeux qui voyaient enfin et des mains qui choisissaient d'aider. Et dans un appartement tranquille au-dessus de la ville, Éléonore restait immobile. Son nom ne faisait pas le buzz, son image ne brillait pas, aucun téléphone ne sonnait. Aucune équipe ne se regroupait, elle fixait le papier sur ses genoux. Les derniers mots de sa fille résonnaient encore plus fort que n'importe quel titre. Et pour la première fois, Éléonore Beaumont fit face à ce qui restait. Non pas le scandale, non pas la disgrâce, mais le poids immobile et inébranlable de la vérité.